Alors merci de rapidement prendre place et c'est votre pause déj qui disparaît en fait au fur et à mesure du temps qu'on perd maintenant. Donc voilà, je reprends ma casquette de maîtresse d'école. Mais s'il vous plaît, on devrait avoir commencé depuis déjà un petit moment. Donc si vous voulez qu'on puisse évoquer tous les thèmes de la journée et correctement surtout, voilà, merci de nous rejoindre. Puisque on aborde maintenant, oui, merci de rentrer, de vous asseoir. Même Eva, même la marraine, même la présidente sont invitées à s'asseoir rapidement, puisque nous allons maintenant parler de la thématique épilepsie et handicap. L'épilepsie pouvant nécessiter une prise en charge dans des établissements adaptés avec des degrés variables de handicap. On constate un manque de structures d'accueil, des disparités dans leur présence sur le territoire. Et là aussi, un groupe de travail va pouvoir vous présenter sa synthèse. Et donc, je passe la parole à Christophe Lucas. J'espère que vous m'entendez bien. Merci à tous et à toutes d'être venus participer. Au préalable, je voulais remercier déjà le groupe qui a travaillé sur cette thématique. Qui sont Cathy d'abord, on va les faire par ordre alphabétique, Florence, Rosen, Marie-Céline et aussi Sabrina de l'association KCNQ2 qui a participé une partie du temps à ces projets. Je voulais les remercier parce que c'est du temps comme d'habitude. Et donc voilà, nous allons parler de épilepsie et handicap. Alors pour beaucoup, la question c'était le handicap, de se demander ce qu'on en avait parlé. Au préalable, ce qu'il faut voir, c'est que ont conscience que l'épilepsie, elle génère des handicaps. Alors, à des degrés plus ou moins importants, mais dans tous les cas, c'est une maladie dite handicapante au quotidien. Ça, c'est le premier constat. Et on se rend compte que pour certains de ces personnes qui souffrent d'épilepsie, il y a une nécessité de les accueillir dans un établissement spécialisé ou dans une scolarité adaptée ou de remise à niveau ou de remise en confiance en soi, comme certains établissements comme Castelnouvel ou Toularwatt, qui sont deux établissements spécialisés en épilepsie en France. Ça, c'est la partie handicap. On a le sujet de la scolarité pour les enfants qui est traité différemment. On a eu la volonté de le mettre à part ici, donc tout ce qui est traitement d'AVS, etc., n'est pas traité dans cette thématique-là, et c'est une volonté, et puisque c'est en lien avec précisément la gestion de la scolarité, les PAI, et où il y aura un petit retour cet après-midi là-dessus. Donc on a la volonté vraiment partie du principe que l'on était dans une situation où la reconnaissance de la situation du handicap avait été notifiée par un dossier MDPH et validé à un degré quel qu'il soit, et que la personne nécessitait un soutien. Pourquoi ? Parce qu'elle avait perdu en autonomie, ou son autonomie était partielle ou totalement incomplète, ce qui peut arriver dans certaines épilepsies sévères. Donc voilà le préalable de ce dossier-là. Et l'idée, c'était de dire, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les établissements qui sont spécialisés en France en épilepsie et comment ça fonctionne ? Alors vous voyez, il y a une carte ici, qui sont les établissements qui existent en France spécialisés en épilepsie. Donc là, vous voyez déjà qu'on a très peu d'établissements. C'est peu. 13 établissements spécialisés pour les enfants, 16 pour les adultes. Quand je dis établissement, c'est ITEP, qui s'appelle maintenant un peu DITEP de mémoire, qui vient de changer de nom. Il y a les IME pour les adultes, il y a les MAS, les femmes, etc. Donc vous avez l'ensemble de tous ces établissements qui représentent aujourd'hui 29 établissements entre les enfants et les adultes. Vous avez ensuite les places disponibles, puisque c'est... Vous m'enlevez la carte. Les places disponibles en établissement, on se rend compte qu'il y a peu de places pour les enfants et peu de places pour les adultes. Et alors pour les seniors, c'est une catastrophe totale. Donc voilà pour essayer de poser la situation du panel. Nous, donc merci, on est allé dans la situation, l'enfant, l'adulte a une notification MDPH, il est reconnu comme handicapé. Et quelle est la suite ? Qu'est-ce qui se passe derrière ?
On a d'abord une lourdeur administrative, et ça, c'est pesant pour toutes les familles. Donc, avec des dossiers à faire, enfin, un dossier à faire pour la MDPH, pardon, et des dossiers à faire pour les établissements. À l'heure actuelle, et on en parlera tout à l'heure avec Madame Autier, que je présenterai juste après. Je suis désolé, je ne vous ai pas présenté l'un les autres, j'aurais dû le faire en amont. Oui, Géraldine, mais bon, je vais le prendre pour moi, il n'y a pas de souci, Géraldine. Je vais le faire tout de suite. Donc, Bénédicte Autier, qui nous fait le plaisir de participer à cette table ronde, qui est donc directrice de la CNSA. Et vous avez le micro, si vous voulez préciser. Je suis directrice d'une des directions de la CNSA, voilà. La direction d'accès aux droits et des parcours. Alors, CNSA, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, c'est la CNSA qui chapeaute et qui un peu oriente les décisions des MDPH. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe un guide pratique de l'épilepsie qui a été publié en 2015, publié par la CNSA justement, avec le concours de l'ensemble du tissu associatif professionnel et non professionnel en 2015. Je vais citer Épilepsie France quand même, hein, en premier évidemment, mais vous avez les associations, vous avez la Ligue pour les professionnels et l'ensemble de tout le tissu associatif patient et professionnel. Et juste pour mettre ma toute petite pierre à l'édifice, CNSA comme Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Voilà. Voilà, alors, bon, peut-être je dis quelques mots rapides avec la création de la branche autonomie, branche de sécurité sociale. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est en charge de cette branche. Et donc, nous avons plusieurs directions, dont la direction métier que je dirige, qui s'occupe des MDPH, qui s'occupe aussi de l'accès aux droits, on en reparlera justement, et on a le C de CNSA, c'est une caisse, donc il y a le financement du médico-social qui se fait dans d'autres directions. Et alors, je fais ma Madame Tupperware avec la présentation du guide. Alors, le guide date de 2015, on en a parlé, il y a eu des évolutions, c'est à actualiser, mais une grande partie est encore très intéressante pour une sensibilisation pour les professionnels. Et le guide, ce sont des ressources disponibles, j'en parlerai. Je précise qu'il est gratuit et téléchargeable en ligne, c'est pas... et voilà. accessible. Et accessible. De plus en plus, comme beaucoup d'outils qui le sont de plus en plus accessibles. Et nous accueillons aussi Jean-Paul Noreille, qui est donc président du CNDEE. J'en ai pas oublié une. Collectif national des établissements et services épilepsie. Voilà. Et qui est aussi directeur de Casse Nouvelle, qui nous fait le plaisir de partager cette table ronde sur les établissements. Eva Ménard, que je ne vous présente plus depuis ce matin. Donc voilà, chose réparée, Géraldine. Donc la lourdeur administrative, je précisais, pour revenir sur le sujet, aujourd'hui, pour faire une reconnaissance, quel que soit au niveau de la MDPH, vous avez un dossier à monter à la MDPH avec l'avis du neurologue, etc. Vous déposez votre dossier, mais une fois que vous avez votre notification MDPH, qui va vous donner un certain nombre d'établissements sur lesquels vous pouvez solliciter la prise en charge de la personne, eh ben, à l'heure actuelle, vous devez refaire un dossier par établissement. C'est-à-dire que si vous faites 15 sollicitations, vous faites 15 dossiers différents. On aura quelques exemples tout à l'heure, mais moi, à titre personnel, j'ai passé, il y a quelques années, il y a 5 ans ou 6 ans, j'ai dû passer à peu près une semaine à faire 15 dossiers différents et avec 14 non-réponses et une réponse qui n'était pas adaptée, puisque mon fils était en plus en fauteuil roulant et l'établissement n'accueillait pas les personnes en fauteuil roulant. Donc, vous voyez jusqu'où ça allait. Ensuite, on a une autre problématique qui était les décisions contradictoires. C'est ce qui remontait de toutes les études qu'on a pu faire dans ce groupe-là. On a fait des questionnaires auxquels des familles ont répondu, un peu plus de 200 personnes. On avait des décisions contradictoires entre la MDPH et l'ARS. Alors ça peut paraître un petit peu saugrenu comme esprit, mais en fait, la MDPH va vous notifier une acceptation, une prise en charge dans un établissement dédié, mais vous pouvez avoir une sollicitation spécifique dans un autre département à l'autre bout de la France, mais le transport du patient de son lieu de domicile à cet établissement, mais il est à la charge de l'ARS et souvent les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est la sécurité sociale, donc la CPAM ou l'ARS, pour être plus générique, c'est l'ARS en global. Elle peut, dans certains cas, et ça arrive de plus en plus, rejeter le fait de la prise en charge du transport. Et donc, du coup, ça devient totalement absurde que la personne aille
l'enfant ou l'adulte dans un établissement qui soit à l'autre bout de la France, une personne qui habite Marseille et qui a une prise en charge à Strasbourg. Si le transport n'est pas pris en charge régulièrement, avec des allers-retours dans les familles, ça devient un peu compliqué, et même pour le patient. Donc ça, c'est les incohérences qu'on peut avoir, et on verra, on a des propositions à ce sujet-là. Comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte, si on peut me remettre la carte, j'aurais dû garder voilà, merci. L'insuffisance des établissements, elle est aussi totalement inégale sur le territoire. C'est-à-dire qu'on a quelques établissements en région parisienne, quelques établissements en région lyonnaise, sachant que le schéma est un peu faussé, puisque la région lyonnaise est surtout impactée par l'ATEP, qui, dans son sein, a plusieurs établissements. Donc, en fait, on se rend compte que le sud-ouest, il ne faut pas être patient dans le sud-ouest. C'est compliqué. Comment ? Ou dans le centre. Alors, dans le centre, là, n'en parlons pas. Il vous faut déménager et chercher un appartement, soit à Paris, soit dans la région lyonnaise. En Bretagne, ça commence à aller mieux, mais bon, voilà. Donc, inégalité sur le territoire. Et je continue mon déroulé. Et puis, la dernière chose, c'est que dans les dernières choses, on s'est rendu compte que beaucoup de familles vont surfer, excusez-moi de l'expression, mais c'est un peu bancal, mais c'est comme ça, sur les troubles associés de leurs proches, de leur enfant ou de leur adulte, en disant que peut-être que si on met plus l'accent sur tel trouble ou tel problème lié à son épilepsie et qu'on cache le mot épilepsie dans le dossier, qu'on le met sous le tapis et qu'on va mettre en avant au MDPH que le problème il est plus moteur, il est plus un trouble associé, il est plus autre chose, on va peut-être avoir plus d'établissements accessibles et puis surtout on va peut-être avoir un établissement plus proche de chez soi, parce que c'est ce qui est recherché par les familles, avoir quelque chose de pas trop loin. Et donc on a ça. Donc on a des familles qui font des recours à des établissements qui sont dites, qu'on affiche ici, non spécifiés, donc qui n'ont pas de spécialisation en épilepsie. Et là, on a une problématique, c'est qu'on a une formation, une insuffisance de connaissance des épilepsies dans ces établissements-là qui est criante. Enfin, et pour nous, c'était un des points centraux avec ce groupe-là, c'est qu'on se rend compte, et je l'ai entendu un peu tout à l'heure dans les discussions, on parlait du rôle du patient, de gérer un patient, etc. J'avais dit il y a 2 ans qu'on avait une problématique dans notre système français, que le patient, on allait traiter d'abord sa maladie avant de traiter le patient. C'est un peu le sujet que vous aviez avant. Mais dans le handicap, c'est malheureusement un peu le cas. On va traiter d'abord le handicap en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour le handicap, comment on peut l'aider ou comment on peut le trouver ou adapter la solution. On ne pose pas le problème autrement, à l'envers. C'est comment on peut gérer ou créer un projet de vie pour cette personne et comment nous, on doit s'adapter à la personne qui est porteur d'un handicap. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que c'est à la personne qui est porteuse de handicap de s'adapter ou au système et à la société de s'adapter. Et c'est ce regard-là sur le handicap qu'il faut changer en créant un projet de vie pour les patients. Donc c'était un petit peu ce qui ressortait. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que dans les exemples que l'on a, dans les familles que l'on a, on a des établissements où on a une majorité de, je sais que ça va choquer, mais de ce qu'on appelle du nurturing, c'est-à-dire qu'on va faire de la garderie de personnes souffrant de handicap, on va les coller devant une télé, on va les laisser dans leur chambre faire ce qu'ils veulent toute la journée, et on ne va pas construire quelque chose autour de ces capacités et des possibilités, et ça va être compliqué, et on le voit dans les établissements d'accompagnement, mais aussi dans les établissements liés au travail. Il y avait le jeune homme qui parlait des AT tout à l'heure. Moi, dans mon cadre professionnel, j'ai eu des contacts avec pas mal d'établissements en ESAT où j'ai été faire des valorisations. Et quand je parle d'épilepsie, on me dit non, surtout pas les épileptiques. Excusez-moi de l'expression, mais c'est un nid à emmerde. Voilà ce qu'on vous dit, or que c'est normalement des établissements qui sont censés les accueillir. Excusez-moi d'être un peu choquant, mais c'est quand même les mots qu'on utilise et qu'on entend parce que les gens ne savent pas d'où vous viennent et ce que vous faisiez par ailleurs. Donc voilà. Je pense qu'on a à peu près défini le paysage un petit peu compliqué, Géraldine. Et à cela, déjà, on va pouvoir... avoir les premières réponses peut-être de Bénédicte Autier.
Alors, des réponses, il faut être toujours humble sur les éléments qu'on peut apporter. En tout cas, des éléments à vous partager relativement à, déjà par rapport au projet et au parcours de vie. À la question, Christophe, est-ce que c'est à la société de s'adapter ou à la personne? La loi 2005 est très claire. C'est la loi d'inclusion. La réponse est claire, c'est à la société de s'adapter et c'est un texte de loi. Donc ça s'impose. On n'est pas naïf. Est-ce que c'est pleinement appliqué? Non, il y a encore des avancées à faire, mais la loi républicaine le dit clairement. C'est non négociable, c'est la loi. Donc ça, c'est un premier rappel. Le deuxième, qui est lié à la loi 2005, et sur son article qui définit ce qu'est le handicap, c'est un article d'une générosité incroyable et d'un élan incroyable, puisque c'est la compensation et la situation de handicap est vécue comme la difficulté d'accès aux activités, et l'élaboration de la compensation est faite compte tenu des aspirations et des besoins des personnes. C'est une loi qui prend en compte les aspirations individuelles. Donc quand on relit cette loi du point de vue des personnes, elle oblige ceux qui sont autour à considérer les aspirations de la personne. Ça se traduit sur le projet de vie, qui lui aussi est obligatoire. On vient d'en échanger. La loi sur les établissements médico-sociaux demande à l'arrivée de la personne d'établir un projet. Donc ça, c'est aussi cranté. Sur la prise en compte aujourd'hui de la parole des personnes en situation de handicap, et là je fais un focus qui n'est pas propre à l'épilepsie, il y a des avancées comme la mesure de satisfaction des usagers, et je vous invite, si vous êtes concernés, vous ou vos proches, à donner votre avis. C'est un site qui s'appelle MAMDPH, mon avis MAMDPH, et vous pouvez vraiment vous exprimer. On vise les 100 000 participations pour que cet avis ait du poids et qu'on puisse aussi faire des allers-retours avec les MDPH. Un point qui a été soulevé dans les 2 tables rondes, c'est le sujet de la coordination. On a vu que des fois, le dialogue entre médecins pouvait être difficile. C'était ce que vous disiez beaucoup. Et que cela faisait des parcours en étapes avec des à-coups. La loi pour le bien vieillir et l'autonomie d'avril 2023 impose un nouveau service public qui est le service public départemental autonomie et qui va se mettre en place dans les territoires. C'est très important. Il y a une phase de préfiguration qui a lieu cette année, 18 territoires préfigurateurs, 18 départements et généralisation à partir de 2025. Ce nouveau service public départemental autonomie a 4 missions. Vous allez vous y retrouver. La première mission, c'est une mission d'information et de mise en relation. Ça veut dire, quel que soit l'endroit où je vais, je suis mise en relation et le professionnel est engagé. Deuxième mission, c'est une mission d'instruction, d'évaluation et d'octroi des droits pour les personnes en situation de handicap. Cela concerne évidemment les MDPH. Troisième mission, c'est celle qui concerne particulièrement les problématiques qui ont été développées ce matin. C'est la mise en place de la coordination, de la mobilisation des dispositifs pour répondre aux personnes. Et dans cet espace, dans cette mission, on voit que la difficulté d'interconnexion et de lien entre professionnels, notamment du sanitaire et du médico-social et du droit commun, doivent se mettre en place. C'est une avancée qui est significative. Et puis la 4e mission porte sur la prévention, l'aller vers, de façon à garantir aux personnes une prise de connaissance qui est nécessaire. On l'a évoqué aussi ce matin, il y a de l'errance qui est due à un manque d'information pour aller vers.
Voilà, donc ce service public, c'est une avancée significative. Elle oblige. Une de ses particularités, c'est qu'elle ne rajoute pas une couche. Vous savez qu'il y a le fameux millefeuille français des dispositifs et on ne change rien des compétences existantes. En revanche, ce qui est engageant, c'est au niveau des professionnels pour dialoguer de façon à garantir une cohérence du parcours des personnes. Voilà, donc une avancée vraiment significative. C'est vraiment... je sais que là, pour beaucoup, ça peut paraître un peu archaïque, technique et administratif, mais c'est un sens de la relation entre les institutions et le handicap qui est novateur, c'est-à-dire qu'on vient prendre le côté humain, et pas pour paraphraser certaines choses qui sont dites ailleurs, mais on est souvent un peu stigmatisé à l'ONU en disant qu'on a tendance à prendre plutôt le côté handicap par la maladie plutôt que par l'humain. Et là, on recadre les choses vraiment sur l'humain. Et je pense que c'était important de... Oui, c'est vraiment important de le dire. C'est du temps long aussi, puisqu'on sait que c'est un changement de pratique. Et on va avoir ce mouvement, il commence par les professionnels. Voilà, et ça a été beaucoup dit ce matin, la difficulté pour les professionnels à être en lien. Et cela ralentit ou minimise la qualité de l'accompagnement pour les personnes. Donc on commence par travailler sur les professionnels, l'interconnaissance qui est nécessaire et il est concret, ce service public départemental autonomie, même si quand on le décrit, évidemment, c'est toujours des mots un peu techno, mais le sens, c'est le sens des personnes et qu'on puisse avoir une amélioration parce que tout ce qui a été décrit, le parcours du combattant, l'errance, le fait de ne pas avoir d'identification, c'est aussi dû à notre organisation qui est aujourd'hui trop cloisonnée et qui va évoluer avec ce nouveau service public. Tout à fait. Vous, est-ce que vous espérez du coup que ça va peut-être pouvoir vous aider et aider le parcours des patients qui arrivent jusqu'à vous? Oui, bien entendu, on espère. Effectivement, c'est un vrai problème, hein, l'organisation administrative des processus, l'imbrication des processus en France, dans la politique du handicap comme dans d'autres. Il y a la volonté, effectivement, d'aller vers une simplification. Voilà, on ne peut qu'espérer que ça se concrétise. Et est-ce que vous pouvez un petit peu, parce que en fait, pour Christophe Lucas qui vit ça par cœur depuis des années, c'est une évidence, mais en fait, au cœur de toutes ces problématiques, il y a une forme de rejet, de phobie, de peur, d'incompétence face à l'épilepsie. Et comment est-ce que vous avez développé cette expertise? Qu'est-ce que ça veut dire de créer un centre expert capable de les accueillir, qui n'exige pas la disparition des crises, qui sait vivre avec, qui sait accompagner ses enfants, adolescents, puis adultes pour les autres centres? Alors, pensez bien que ce n'est pas moi qui ai créé le centre que je dirige actuellement, hein, puisque mon établissement qui est à côté de Toulouse a plus de 50 ans. La plupart des établissements spécialisés ont cet âge, voire plus, 60 ans pour certains, ou même 150 ans pour la TEP. D'abord, je voulais quand même vous remercier de m'avoir invité, non pas en tant que personne, mais en tant que représentant des établissements spécialisés, parce que vous parliez de discrimination. Aujourd'hui, dans le discours en tout cas, l'établissement spécialisé est un peu discriminé, il faut bien le dire, et dans le cadre des politiques publiques qui sont développées, et à juste titre, depuis 20 ans, depuis la loi de 2005, et la priorité mise sur l'inclusion, malheureusement, on considère de manière générale, et on le vit tous les jours en tant que directeur par des remises en cause, que des établissements spécialisés n'ont plus leur place dans le paysage sanitaire et social français. Si je suis là, c'est pour essayer en tout cas de plaider le fait qu'on a un rôle à jouer encore important et significatif. Je vais répondre à votre question. Donc, la cartographie qui a été projetée, il faudrait la dédoubler avec une cartographie enfant et une cartographie adulte. Parce qu'on verrait que les trous, les espaces vides ne sont pas au même endroit et qu'on peut avoir dans une région des solutions pour les enfants et les ados et pas pour les adultes, et inversement. C'est le déséquilibre territorial en général. Voilà. Tout à fait. Voilà. Pour pondérer
aussi le tableau, malgré tout, les établissements qui sont représentés sont ceux qui font partie de notre association, de notre réseau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres établissements ou services qui puissent accompagner des personnes avec épilepsie. Il y en a et qui peuvent travailler très bien. Mais ils ne sont pas spécifiés. Ils ne sont pas fléchés, en tout cas, ils ne revendiquent pas la spécialisation comme voilà, nous. C'est ça. Hein, voilà, c'est la différence. Il y a moins, sans doute, aussi d'historique de spécialisation. Mais il y a, heureusement, un peu plus de solutions sur le territoire que ce qui apparaît sur la carte. Alors, si vous me permettez, Jean-Paul, l'expérience nous montre qu'en fait, on a des établissements, parce que la MDPH va nous notifier des établissements qui sont censés accueillir des patients épileptiques. Moi, ça a été mon cas. J'avais 2 établissements, sauf qu'ils m'ont dit ça fait longtemps qu'on ne fait plus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans les papiers, oui, mais dans la pratique, c'est non, en fait. Et c'est bien là le souci. Je sais que Bénédicte en est consciente et elle connaît le problème. Oui, parce qu'il y a des trous sur le territoire. Je ne dis pas qu'il y a des solutions partout et pour tout le monde. Bien entendu, c'est un réel problème. Mais il y a aussi on connaît aussi, puisque nous, en tant qu'établissement pour enfants, sans avoir d'établissement pour adultes dans le sud-ouest, on arrive à trouver des solutions très laborieusement qui parfois sont satisfaisantes, qui parfois ne le sont pas aussi. Alors, je vais revenir à la question. Finalement, c'est quoi la plus-value? Qu'est-ce qu'apporte un établissement Oui, le début de votre réponse existait aussi, puisque c'est bien lié, c'est-à-dire que c'est à quel type de difficultés vont être confrontés ces enfants et en quoi est-ce que des prises en charge spécialisées peuvent s'imposer, les aider, et effectivement, malgré la peur que ça peut parfois susciter de sortir du circuit normal. Oui, parce que très clairement, effectivement, les familles aujourd'hui adhèrent de manière prioritaire au modèle inclusif et c'est tout à fait normal. Donc effectivement, faire le pas d'envoyer son enfant à un établissement spécialisé, c'est de moins en moins évident. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter? D'abord, on a un équipement médical qui fait qu'on sait tout simplement gérer la crise d'épilepsie. Sur des épilepsies actives, avec les conséquences en termes de risque que ça peut avoir, on a une infirmerie en principe jour et nuit dans la plupart de nos établissements, donc avec une capacité de gérer, d'appliquer un protocole. On a au moins un médecin spécialiste, neuropédiatre ou neurologue, qui peut bien sûr ajuster les traitements et surtout qui travaille en interdisciplinarité avec les autres professionnels de l'accompagnement au quotidien, ce qui permet d'avoir un retour rapide, immédiat, instantané de l'évolution effectivement de l'enfant ou du jeune ou de l'adulte dans ses manifestations épileptiques, mais aussi dans les manifestations associées. Bon, on a parlé de tous les troubles associés ou des comorbidités tout à l'heure, avec l'imbrication qu'il peut y avoir avec les troubles cognitifs ou parfois les troubles psychiatriques. Et effectivement, l'établissement spécialisé permet d'avoir un ajustement plus rapide parce qu'il y a une coopération immédiate entre les professionnels. Et puis un ajustement tout court, parce qu'on a parlé tout à l'heure du manque d'accompagnement spécialisé. Donc, même chez des enfants qui n'ont pas forcément une épilepsie très active, mais qui ont besoin d'un rythme d'apprentissage adapté, d'un environnement spécifique, là, ils peuvent le trouver. Absolument. C'est une autre grande plus-value. Voilà, je ne vais pas redécrire les troubles cognitifs notamment, mais adapter la scolarité, il y a eu de très grosses avancées qui se poursuivent dans le milieu ordinaire. Hein. Ça a été dit tout à l'heure et ça sera certainement redit cet après-midi. Elles ont aussi leurs limites pour un certain nombre d'enfants qui n'y trouvent pas suffisamment leur compte. Et les enfants ou les adolescents qui viennent dans nos établissements, c'est bien parce qu'ils sont en situation d'échec dans le milieu ordinaire, en dépit des adaptations qui ont pu se produire. Oui, c'est ça en fait ce qu'il fallait spécifier, c'est que dans ces établissements, ce que l'on parlait tout à l'heure de la scolarité, le parcours avec AVS, PAI, etc. a souvent été déjà mis en place à plusieurs reprises avec des échecs où il a fallu justement se recentrer sur un établissement plus précis, plus adapté, avec un suivi médical, comme c'est à Toularwatt en Bretagne et à Castelnouvel à Toulouse, où là, il y a une unité qui peut suivre médicalement au quotidien les jeunes de 5 ans à 20 ans. Et là, on a vraiment une précision. Oui, Eva ? Je me permets de rebondir
sur ce que vous dites et sur le bien-être de l'enfant ou de l'adulte. Le fait de se sentir moins isolé, d'être entouré d'autres personnes qui vivent la même chose ou des choses similaires. Est-ce que aussi ça a un impact, j'imagine, positif ? Fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, un enfant ou un ado épileptique, il a rarement croisé un autre enfant ou ado épileptique. Il n'en a probablement jamais parlé avec avec un père de son âge. Et en plus, il a même souvent jamais vu de crise, puisque quand il en est victime, voilà. Et le fait d'être avec des pairs, ben, ça dédramatise beaucoup effectivement la maladie. Il y a des phénomènes d'entraide qui se mettent spontanément en place et une vraie socialisation. C'est-à-dire que quand je parlais d'échec en milieu ordinaire, ce n'est pas purement l'échec scolaire, c'est aussi le vécu et le sentiment d'isolement que produit la maladie. Et en établissement, alors on l'entend moins quand même, hein, on nous a souvent accusés d'être des ghettos. Je crois que c'est vraiment tout le contraire, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui retrouvent une forme de socialisation et une qualité de vie qui est supérieure à ce qu'ils vivaient réellement. Ben, pour prolonger, hein, pour connaître tout l'Arwat, on a Christian Lémarie qui est dans la salle, mais pour connaître tout l'Arwat, c'est un établissement, vous arrivez, quand on vous dit c'est un internat, pensionnat, vous arrivez, tout est ouvert. C'est-à-dire c'est un établissement ouvert sur la ville et les enfants sont intégrés dans la ville avec des ateliers d'autonomie pour pouvoir permettre d'être actifs dans la vie de la société. Et la finalité de ces établissements, ce n'est pas de redonner une scolarité pour qu'ils soient ingénieurs, etc. C'est leur redonner confiance en eux pour pouvoir repasser dans un circuit scolaire et avoir un circuit scolaire sur lequel ils vont générer un métier. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un parcours de vie et on va prendre la personne avec ses singularités, voilà, excusez-moi. Donc c'est ça qui est important et c'est ça le fondement en fait de tout le processus autour du handicap. Oui, Bénédicte. J'allais juste te dire, et ça me permet de l'évoquer, qu'il y a quand même aussi des situations de harcèlement d'enfants épileptiques dans les parcours scolaires dits classiques. Et effectivement, ça fait le lien avec le fait de trouver de la paire aidance, d'autres enfants qui vivent la même chose ou des adultes. La question que j'ai envie de poser, et ça peut être intéressant aussi d'avoir le retour du président Toularwatt, c'est quelle est la liste d'attente ? Il y a combien de gens qui attendent d'avoir une place, enfants ou adultes ? Et vous, est-ce que vous avez des chiffres aussi sur les retours ? Que deviennent ces enfants à J+10 ans, etc. Voilà, ça fait 2 questions. Vous pouvez peut-être répondre. Oui, alors 2 questions pas simples, surtout la seconde. Alors, les listes d'attente, elles sont plus importantes dans le secteur adulte et dans certaines régions. Je pense en particulier à la région parisienne, parce que bien que plein de petits points apparaissent, il faut le rapporter quand même à la démographie de la région parisienne. Les listes d'attente dans le secteur enfant, elles sont moindres que ce qu'on pourrait penser, parce que c'est le modèle inclusif qui aujourd'hui s'impose à tout le monde, en premier lieu les parents, et puis probablement aussi les médecins. Voilà, c'est normal. Et nous, on voit finalement des candidatures peut-être un peu tardivement, avec des enfants qui ont pas forcément perdu leur temps, mais qui n'ont pas été en tout cas, qui ont pu souffrir aussi pendant quelques années. On n'a pas fait d'études récentes avec les collègues comparatives, mais dans mon établissement, j'ai une liste d'attente, par exemple, chez les plus jeunes, sur des épilepsies précoces, sévères, avec troubles associés importants, troubles autistiques ou troubles du neurodéveloppement, comme on dit maintenant de manière plus générale, et qui demandent un taux d'encadrement beaucoup plus important. Et là, aujourd'hui, on ne peut pas accueillir tout le monde, clairement. Madame Autier, puis après, on a des témoignages aussi à partager. Oui, peut-être de façon complémentaire. Ce qui, à côté des établissements spécialisés avec leur grande expertise, il faut aussi rappeler d'abord le souhait, vous l'avez dit, le souhait des familles essentiellement de vivre là où on est, et c'est normal, et c'est un droit, et de voir l'offre médico-sociale comme une offre qui peut être graduée et adaptée. Les besoins aussi des enfants, des personnes évoluent dans le temps. Il n'y a pas une stabilité. Donc il y a aussi l'idée de pouvoir faire évoluer l'offre pour qu'elle réponde et qu'elle soit
là où est la personne, là où est l'enfant. C'est difficile aussi parfois pour un enfant qui est dans son école avec ses copains, sa vie, d'envisager de partir loin. On a eu des témoignages très, très concrets. Ce n'est pas le souhait des familles, ce n'est pas le souhait des enfants. Pour certains, c'est d'autres fois. Il y a vraiment un croisement entre le besoin et le souhait. Il faut prendre en compte cela. L'évolution dans la transformation de l'offre, c'est aussi le développement des équipes mobiles qui peuvent venir en territoire, là où sont les personnes, à la fois sur de l'accompagnement direct des personnes, enfants, adultes, aussi des professionnels, parce qu'on sait que quand on accompagne les professionnels à travers de la connaissance, à travers l'accompagnement d'une connaissance plus fine du besoin des personnes, on aide aussi ces accompagnements là où on est. Et c'est vrai que le fait de devoir envisager de partir pour une prise en charge, eh bien cela, on doit le faire évoluer, même si ce n'est pas contradictoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la modularité des prises en charge et des accompagnements. D'ailleurs, il faudrait mieux dire accompagnement que prise en charge, où la personne semble être passive alors qu'elle doit être pleinement active et considérée. Un dernier point, qui est aussi une annonce, en tout cas des perspectives, c'est la difficulté qui était présente de faire des dossiers, que les familles fassent des dossiers de demande. Voilà, donc la CNSA a travaillé avec des agences régionales de santé pour développer un dossier unique d'admission. C'est une avancée qui est considérable. Énorme. Je vous coupe, mais vraiment, puisque à une personne de ce groupe handicap, je lui ai réservé votre annonce hier, je l'ai appelé. Sa réaction a été de pleurer au téléphone. Vous ne pouvez pas imaginer l'émotion que j'ai pu avoir, et je voulais vous la partager parce que je pense qu'elle nous suit là sur Internet. Et elle me dit, mais c'est hallucinant, ça fait des années. Alors je précise, ça fait des années, c'est pas qu'Épilepsie France, c'est l'ensemble du tissu associatif sur le handicap qui est en attente. Alors, pour être précise, expérimentation qui se termine sur 11 départements. On est en train de faire les retours, parce qu'évidemment, quand il y a une phase d'expérimentation, on reprend. Et puis, on aura un outil qui pourra être généralisable à partir de l'année prochaine. On travaille à la généralisation, une avancée. Et en fait, comment ça se passe ? Parce que ceux qui ont une notification et qui ont... voilà, il faut être précis. C'est un module dans Via Trajectoire, le module usager, et le dossier sera... on pourra le remplir en ligne et les établissements concernés pourront le regarder. Donc, un seul dossier, une avancée considérable. C'est la simplification, c'est aussi du bon sens, mais une avancée vraiment considérable. Vous pouvez applaudir parce que c'est le partage que je viens de vous faire. J'aurais eu la même réaction il y a 5-6 ans, après une semaine de photocopie, d'appel au neuro. Tout à l'heure, on avait Sophie Dupont, l'un de ses collègues de la Pitié. J'ai dû, cette semaine-là, le harceler et le secrétariat pour avoir des copies, mais en originaux, parce qu'il me fallait un document par établissement. À un moment donné, ça devient absurde. Voilà. Et donc, on va enchaîner par des témoignages pour raconter aussi quand même quotidiennement comment se traduisent ces pénuries, notamment d'accueil. Je pense que Florence peut prendre la parole. Oui, allez-y. Donc, je suis Florence, la maman d'Alexandre, 24 ans, qui souffre du syndrome de Lennox-Gastaut. C'est une épilepsie rare et sévère qui se caractérise par de multitudes de crises, une déficience mentale et les troubles associés. Alexandre était en IME, en internat de semaine, dès l'âge de 10 ans. La MDPH lui a reconnu un taux de handicap supérieur à 80%, seulement à l'âge de 18 ans, et une notification femmes et foyer de vie à sa majorité. Avec l'assistante sociale de l'IME, nous avons cherché une structure adulte, et ce, dès ses 18 ans. Une dizaine de dossiers ont été envoyés dans différentes régions et différents établissements. Certains refusent son dossier jugé trop lourd, y compris dans un femme spécialisée en épilepsie sévère. D'autres nous proposent un entretien, mais nous indiquent ne pas avoir de place. Nous obtenons 2 accueils temporaires dans un femme en région parisienne, mais il n'y a aucune chance d'être pris, tant la liste est longue. Alexandre a alors 28 ans et nous avons déjà activé l'amendement Creton qui nous permet de le maintenir en IME, mais pour combien de temps encore ?
En septembre 2023, nous nous tournons donc vers la Belgique et envoyons 3 dossiers d'admission. Il y a des places disponibles pour ces 3 établissements. Nous sommes rapidement convoqués et en mars 2023, nous obtenons leur accord. Nous choisissons le centre de la reine Fabiola Soigny et Alexandre fait son entrée en août 2023. Cet établissement est situé à 350 km de notre domicile. Cette distance pose des soucis pour la prise en charge en France. Le directeur est conscient du lourd dossier médical d'Alexandre, mais pour lui et son équipe, c'est un défi. Je forme l'équipe éducative et le personnel médical sur le syndrome de Lennox-Gastaut. Je rédige un protocole de crise pour la nuit avec la posologie des médicaments administrés en accord avec le neurologue de la Pitié-Salpêtrière. Je leur demande de prendre en compte la fatigabilité importante, respecter ses 11 heures de sommeil et son temps de sieste l'après-midi. Toutes ces demandes sont acceptées et un projet de vie est rédigé qui comprend l'apprentissage à l'autonomie au travers du permis piéton, du travail environ 2-3 heures par jour en raison de sa fatigabilité et de la socialisation. Le but est qu'il grandisse en tant qu'adulte pour peut-être un jour prétendre à un habitat partagé, car ce centre a différents types d'hébergement en fonction du degré d'autonomie des résidents. La différence avec la France, c'est qu'ils sont d'abord considérés comme des citoyens avec des droits, mais aussi avec des devoirs, et non comme des malades. Aujourd'hui, Alexandre est épanoui. Il se sent exister et utile. Ses crises ont aussi diminué car il a une meilleure estime de lui-même. Il a passé son permis piéton aujourd'hui, permis qui l'autorise à circuler sans son éducateur de son lieu d'hébergement à son lieu de travail. Car oui, il a un vrai travail. Il peint des petites décorations en plâtre qui sont mises sur les cougnous. Les cougnous, ce sont des pains briochés qui sont vendus dans les boulangeries en Belgique. Il est aussi en apprentissage de faire la lessive et également de faire les repas. Cet exil en Belgique était une décision très difficile pour nous à prendre du fait de l'éloignement familial, mais nous ne regrettons pas notre choix. Merci Florence. Géraldine, si vous me permettez, en fait, dans le témoignage de Florence, je rebondis. Ce que l'on a, c'est la diminution des crises et le côté d'existence dans la vie. Et dans tout le questionnement qu'on a eu, c'est un peu cette problématique-là qu'on retrouve souvent. C'est dans les retours des familles, c'est l'angoisse de se dire... je ne sais pas si vous avez vu la presse il y a 10 jours, mais on a un patient qui n'a rien à voir avec l'épilepsie, mais qui est aveugle, qui a été oublié pendant 48 heures dans sa chambre. Enfin, ça me paraît hallucinant aujourd'hui, mais ce n'est pas admissible, en fait, d'avoir cette problématique-là. Je crois que sans aller jusque-là, on a un témoignage qui est effectivement plus douloureux d'une prise en charge complexe dont Rosane va nous faire part. Et après, on essaiera d'aller vers la conclusion. Je m'appelle Francis, je suis le papa de Théo qui souffre d'une épilepsie depuis l'âge de 3 ans, non stabilisée. Elle est rapidement devenue très handicapante. Il a été pris en charge en internat dans un IME à 120 km de notre domicile. La MDPH lui a reconnu un taux de handicap égal ou supérieur à 80% à l'âge de 12 ans. À l'âge de 20 ans, il est nécessaire de changer de structure d'accueil pour une structure adulte. Les différentes évaluations de Théo le dirigent vers une orientation femme. Nous nous lançons donc dans la recherche d'un femme, si possible plus proche de chez nous. Les contraintes liées à la santé de Théo sont prise en charge des crises d'épilepsie en journée ou la nuit, crise convulsive ou chute brutale, troubles autistiques du comportement, pas de repères dans le temps et repères très réduits dans son environnement. Il n'existe pas de liste détaillée décrivant les pathologies et les symptômes pris en charge dans chaque structure. Nous retenons donc une liste d'établissements potentiels et prenons contact avec eux. On nous retourne à chaque fois un dossier de demande d'inscription à remplir. Le dossier est différent pour chaque établissement et demande de nombreux justificatifs. Beaucoup d'entre eux ont pourtant déjà été demandés par la MDPH pour l'établissement de l'orientation en femmes. Il faut également fournir différents justificatifs médicaux. Heureusement, nous sommes aidés dans ces étapes par l'IME où se trouve Théo. Certains établissements nous répondent en nous proposant un entretien. Pour d'autres, il faudra les relancer, mais au fil des visites ou des échanges, des portes se referment. Le cumul des critères évoqués ci-dessus ne sont pas tous couverts. Structures non adaptées, personnel insuffisant, la nuit ou non formé, nous ressentons que l'épilepsie peut encore faire peur, surtout si elle n'est pas stabilisée. Nous trouvons toutefois quelques structures compatibles,
et faisons même une période d'essai avec Théo. Mais lorsque l'on aborde la question de la disponibilité d'une place, aucun délai ne nous est donné. Toutes les chambres sont occupées et la liste d'attente est longue. Nous pouvons uniquement l'inscrire sur ces listes. Aucune structure ne souhaite nous donner un délai de disponibilité, même approximatif. Mais contre toute attente, après seulement un peu plus d'1 an de dossiers administratifs et de recherche, nous avons tout de même trouvé un établissement répondant positivement. Théo y est accueilli depuis quelques semaines, mais le changement n'est pas facile. Le personnel a du mal à communiquer avec Théo et il se bloque facilement. Bien des familles n'ont pas cette opportunité et soit sont encore sur liste d'attente, soit n'ont même pas de solution définie. Tout au long de son processus, nous avons régulièrement été seuls face à des choix. La sélection des établissements, les visites des lieux, les rencontres avec les professionnels. Difficile pour nous de savoir si nos choix ont été les bons ou si nous avons mis de côté des opportunités qui auraient été meilleures. Concrètement, il manque un projet de vie dans les environnements proposés. Un professionnel de ces transitions de l'enfance vers l'adulte, connaissant bien les structures existantes et les besoins spécifiques des personnes accueillies, serait d'une grande utilité en agissant en tant que guide et référent pour les parents, les aidants et le personnel. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis désolée, on est déjà en retard en fait. On a commencé en retard, on va garder cette petite dizaine de minutes de retard, on va la conserver. Je pense qu'il faut qu'on passe à la... On va essayer d'aller à la conclusion. Déjà, allez-y Géraldine, sinon... Non, mais voilà, on a eu quand même 2 annonces importantes de la part de Bénédicte Authier, de la CNSA, et je pense que celle-ci, je vous invite à essayer de le rappeler, parce que c'est quand même une très grande avancée d'avoir un dossier unique l'année prochaine, d'avoir un nouveau service sur le handicap. C'est deux points importants. Et pour mémoire, depuis le 1er janvier 2024, nous avons un sous-préfet au handicap aussi. Ce n'est pas rien, ces avancées. Oui, des avancées. Enfin, c'est vrai que on ne peut pas. Merci beaucoup des témoignages, puisque c'est à hauteur d'homme en fait que les politiques publiques se mesurent, et on voit bien. Merci des témoignages qui sont. Merci d'apporter cette incarnation et qui nous rappelle aussi, qui nous engage. Donc merci beaucoup. On voit aussi les sujets d'éloignement, qui sont des réponses qui sont éloignées. On voit aussi le sujet d'un bon accompagnement à la fois sur du sanitaire, du soin, du médico-social. Et puis pour permettre aux personnes, je veux vraiment le dire, d'être dans le monde, utile au monde, de travailler, comme vous le disiez. Et ça, c'est aussi d'où on est, de pouvoir contribuer au monde. C'est les très beaux mots de Denis Pifteau qui nous éclairent sur la pensée. Qu'est-ce qu'une société inclusive? Et pour une personne, c'est le fait aussi d'être utile au monde où il est. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons accompagner, que ce soit... où que soit la personne. Voilà, donc des annonces qui montrent aussi l'engagement et la conscience et la responsabilité autour d'éléments très concrets. C'est le dossier unique donc, qui va être généralisé encore une fois. C'est souvent des processus longs, mais voilà, c'est en marche. Le service public départemental autonomie pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, et les aidants, les familles, ceux qui sont autour, donc des avancées. Et puis le point sur lequel je veux terminer, c'est aussi, je l'ai dit, c'est l'importance pour les professionnels de mieux se connaître, de partager des connaissances. Et donc j'ai profité moi aussi, puisqu'il faut qu'on soit au niveau national aussi dans ce mouvement. J'ai profité de ce sommet pour solliciter des interventions, et on fera pour les évaluateurs des MDPH, les médecins, un webinaire sur l'épilepsie. Et merci beaucoup, parce que j'ai des réponses positives tout de suite. Donc voilà, merci. Voilà, on avance aussi en partageant. Merci beaucoup. Je précise que Bénédicte Authier, depuis le précédent sommet, on est en contact régulier sur plusieurs sujets, et je vous en remercie. Merci. Est-ce qu'on ne laisserait pas un petit mot de la fin à Eva avant les 3 minutes? Je suis dans la mission qu'on m'a impartie. Oui, je sais, vous voulez me c'était taper. de tenir le temps. Donc, Eva, elle nous fera une conclusion à la fin de la table ronde suivante. Heureusement, elle a beaucoup contribué déjà à celle-ci. Parfait. Tout est frustrant. Merci. Désolée, c'était et pas encore un merci. appel de ma mère, c'était l'alarme de fin de table ronde.
Donc voilà, je suis confuse. Il y avait mais juste si on là-bas veut... et là-bas, je ne sais pas. Oui, Christian Marie, président de la Toularouette Épilepsie. Je voudrais juste adhérer au fait que les établissements spécialisés sont nécessaires. L'école inclusive a ses limites. Je veux dire, quand vous avez un enfant donc diagnostic de par l'épilepsie et socialement engagé, qui est ostracisé dans l'école, l'AESH, ça ne va pas servir forcément à l'aider. Parfois, il va être encore plus moqué. Et donc, ils sont nécessaires. Et puis, ils retrouvent l'estime d'eux-mêmes. Et c'est vrai, nous, on a l'effet Toularouette. Quand ils arrivent, ils se refont des copains, ils rebondissent. Nous, c'est 3 ans, notre durée moyenne pour les enfants. On demandait à J plus 10 ans comment ils allaient. Bon, moi, j'ai été 3 ans à Toularouette. Je peux vous dire, à J plus 45, ils vont très bien. Donc... Voilà. Et puis j'avais quand même une question à poser concernant la direction départementale de l'autonomie. Le périmètre du département sur le handicap, c'est les adultes, me semble-t-il. Quid des enfants? Enfin, nous, on a eu une fin de non-recevoir sur des aides de la part du département parce que c'était les handicaps qui étaient liés à des enfants et non pas à des adultes. Donc je voudrais juste savoir que vous précisiez le périmètre de cette nouvelle loi avec les départements. Merci. Rapidement, donc le service public départemental autonomie, c'est compétence sur l'autonomie. L'autonomie, c'est une politique, je suis précise, c'est une politique décentralisée, chef de file le département pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées et notamment les départements, le président du conseil départemental et le président du GIP MDPH. Donc la compétence, elle porte bien, c'est une politique décentralisée qui est compétence aussi des ARS, mais je pense que votre question est encore plus précise et je vous propose qu'on continue voilà, pour que je puisse précisément vous apporter la réponse. Je pense que c'est un sujet encore plus précis. Merci beaucoup. Merci Bénédicte. Alors, puisqu'on a débordé, du coup, M. Norel nous faisait remarquer qu'on n'avait pas bien répondu finalement à ce que j'avais promis, c'est-à-dire la réponse à la question de la fin de la table ronde précédente. Donc, je vous laisse cette réponse. Oui, alors je ne vais pas répondre. Enfin, dire qu'il y a en France 3 ESAT dans le réseau qui sont spécialisés épilepsie, il y en a un en région parisienne, un en Normandie et un à la TEP, ce qui est bien sûr insuffisant parce que la problématique travail adapté, épilepsie est une problématique à part entière. Ce que je voulais dire aussi, je n'ai pas eu le temps de développer, c'est qu'il y a dans la cartographie, en fait, il y a une multiplicité de modes d'accompagnement. Il ne faut pas imaginer uniquement établissement ou milieu ordinaire. Il y a des services d'accompagnement, aussi bien le secteur enfance avec les CESAD que le secteur adulte avec SAVS et SAMSA, qui sont à développer. Et Madame parlait d'équipes mobiles. Ça fait partie de nos projets d'établissement, en tant qu'établissement spécialisé, de développer des fonctions ressources où on puisse diffuser de la compétence et appuyer sur nos territoires effectivement d'autres établissements non spécialisés mais qui peuvent accueillir des personnes avec épilepsie. C'est un gros chantier pour les années à venir. Ça demande un petit peu de moyens parce qu'il faut dégager des personnes qui puissent aller dans d'autres établissements et services. Exactement, Jean-Paul, mais on n'avait pas on avait Merci un temps beaucoup. concis, on avait plein de sujets. Merci. Merci à tous.